Si vous avez suivi les dernières publications, vous savez que j'ai rebobiné un transformateur pour en faire un transformateur d'isolement. Alors brut comme ça, avec les fils qui sortent de partout, c'est loin d'être pratique à utiliser. Et pour cette raison-là, j'ai décidé de lui fabriquer un boîtier d'accueil que voici là entièrement terminé, où vous retrouvez bien évidemment en plein milieu le transformateur d'isolement. Alors l'objectif de cette vidéo-là va être de vous présenter dans un premier temps quelques aspects de la construction mécanique de ce boîtier. Et puis ensuite, on s'attardera plus fortement sur toute la partie électrique, puisqu'il est doté, comme vous pouvez déjà vous en apercevoir un peu, de plein de petits accessoires permettant d'exploiter le transformateur avec flexibilité et en toute sécurité. Donc on commence avec la partie mécanique. Alors le support de base de cet ensemble, eh bien, c'est une basique planche en bois qui est trouée en dessous afin que l'air froid puisse s'engouffrer à l'intérieur et refroidir le transformateur. Elle est surélevée par 4 pieds, donc c'est des pieds qui sont un peu plus que premier prix puisque je voulais avoir quelque chose de solide et qui soit en même temps assez souple de façon à amortir au mieux les vibrations du transformateur. J'ai aussi mis entre les étriers du transformateur et la planche en bois, des petits morceaux de caoutchouc en plus. Le but, c'est vraiment que les vibrations se transmettent le moins possible au mobilier afin de ne pas avoir de nuisances sonores. Ensuite, pour porter cet ensemble qui pèse à peu près 15 kg, j'ai fabriqué cette poignée que vous avez ici donc en acier. Donc c'est du sur mesure, c'est des morceaux d'acier soudés à l'arc, 3 mm d'épaisseur puisqu'il fallait avoir quelque chose qui soit très solide et qui ne se déforme pas facilement. Pour la couverture de l'ensemble, je me suis orienté sur des plaques en plastique, donc ça doit être le fameux polycarbonate. Alors la question qui se pose pour cette matière-là, c'est comment on la découpe finalement, puisqu'on a parfois pas mal de déboires, et j'ai, entre guillemets, enfin trouvé la méthode pour découper ce genre de plaque sans problème. La méthode, ça consiste à employer la scie sauteuse, de l'équiper d'une lame pour métaux, donc avec des dents assez fines, et de commencer la découpe à un détail près, c'est-à-dire avec un jet d'eau qui vient en permanence refroidir la zone de découpe, et donc la lame. Puisque habituellement, sans refroidissement, on est très déçu, puisque ce qui arrive, c'est que le frottement de la lame avec le plastique génère tellement de chaleur que ça le fait fondre. Alors déjà, la fusion fait qu'on a un bord, une arête qui est complètement baveuse, c'est pas propre du tout. Et pire que ça, donc dans un premier temps, le plastique fond, et ensuite, après le passage de la lame, il a tendance à refroidir, à se resolidifier. En se resolidifiant sur la lame qui est en mouvement d'oscillation à pleine vitesse, il l'accroche et à ce moment-là, tout casse. Vous avez votre plaque qui part en morceaux, c'est terminé. Alors que là, avec ce jet d'eau refroidissant, il n'y a aucun problème. Ça maintient froid. À aucun moment, le plastique n'entre en fusion. Donc si vous regardez l'aspect final de la découpe avec ça, vous voyez que c'est très très droit, comme sur n'importe quelle matière. Le résidu de la découpe, on voit vraiment que c'est des grains de plastique bien séparés, qui a vraiment aucun signe d'entrée de la matière en fusion. Et vous n'avez évidemment aucun accrochage violent de la lame avec la plaque. Et donc on ne casse aucune plaque avec ça. On peut même tourner à assez bonne vitesse avec ceci sans rencontrer de problème. Et je pense donc que c'est une méthode qui sera tout à fait intéressante pour des plaques encore plus épaisses. Le maximum auquel j'ai eu à faire pour ça, c'était du 3 mm. Alors vous aurez peut-être envie de me dire, ah oui, mais l'électricité et le jet d'eau à côté, c'est pas très sécurisant. Alors effectivement, bien sûr, j'y ai pensé, j'avais regardé la scie sauteuse. Dans ce modèle-là, la partie électrique est très éloignée de la partie mécanique et il n'y a pas tellement de projection d'eau. Mais au cas où, eh bien, devinez avec quoi j'ai alimenté la scie pendant que je faisais cette découpe. Avec le transformateur d'isolement. Voilà, la boucle est bouclée. Ensuite, toujours au sujet de ces plaques, pour avoir une finition qui soit la plus propre possible, au lieu de faire 2 plaques assemblées au niveau de cet endroit-là, j'ai préféré faire une seule pièce avec un thermopliage. Alors comme je ne fais pas de thermopliage tous les jours, hors de question pour moi d'aller acheter une thermoplieuse qui servirait 1 ou 2 fois par an, et je vous propose donc de fabriquer une thermoplieuse improvisée. Alors pour ça, vous aurez besoin de récupérer du fil résistif, donc du fil qui va se comporter comme une résistance chauffante. Vous en trouvez dans les sèche-cheveux, éventuellement dans quelques sèche-mains, c'est plus difficile à récupérer, et aussi dans quelques grille-pains. Donc une fois que le fil est récupéré, il faut se débrouiller pour l'attacher. Donc moi je l'ai attaché sur une planche, d'un côté au niveau d'une vis fixe, et de l'autre accroché avec une vis plus un ressort. Le ressort a pour rôle de maintenir le fil tendu quand il va s'échauffer, puisque en chauffant le métal va se dilater, le fil aurait tendance à ployer, et donc le ressort lui va lui imposer de rester tendu, tout simplement. Ensuite,
Il faut faire des essais d'alimentation de ce fil, c'est-à-dire en gros combien de volts je dois balancer par unité de longueur pour avoir un truc qui marche. Le but c'est que le fil chauffe assez et soit capable de ramollir le plastique, mais pas qu'il chauffe trop, parce que sinon il va être beaucoup plus fragile au niveau mécanique et il va avoir tendance à se briser. Les 4 vis que j'ai mis en plus par paire de chaque côté du fil, elles sont réglables évidemment en termes de serrage-déserrage et elles me permettent de régler une hauteur constante sur toute la longueur du fil entre la plaque qui va venir chauffer et le fil, histoire d'avoir un échauffement homogène. Voilà, donc c'est quelque chose d'extrêmement low cost, mais qui donne des résultats tout à fait corrects, je trouve. Toujours au sujet de ces plastiques, sur la plaque du côté, j'ai voulu faire des trous d'évacuation de la chaleur. Le but, c'est que l'air froid puisse s'engouffrer par les trous du dessous et ressortir chauffé par le dessus. Comme le transformateur chauffe, on va naturellement avoir une circulation, un effet cheminée. J'ai fait des trous de cette forme-là puisque je voulais que l'air chaud puisse sortir facilement, mais pas que la poussière, elle, puisse rentrer facilement. Alors pour faire cette forme-là, eh bien j'ai repris mon principe de thermopliage, sauf que j'ai modifié la disposition du fil chauffant. Donc voilà, là il est placé comme ceci. Le principe après c'est toujours le même, on fait chauffer. Donc j'avais fait une entaille dans le plastique et une fois que c'est assez chaud, on déforme et ça donne ceci. Voilà, donc ça c'était pour les aspects de la construction mécanique, en espérant que ça ait pu vous donner quelques conseils et quelques idées. On va maintenant s'intéresser à la partie électrique de cette affaire-là, en commençant par la partie secondaire, c'est-à-dire là où la tension de sortie est distribuée pour un usage des essais par exemple. Alors la tension flottante fournie par le transformateur d'isolement est distribuée sur cette prise, sur laquelle on peut venir brancher très rapidement un appareil. Le plot de mise à la terre n'est relié à rien dans le cas présent. Et la tension est aussi distribuée sur le bornier auquel on a accès ici, où on peut venir brancher directement un montage où il y a uniquement des fils qui dépassent. Alors pour mettre hors ou sous tension la partie secondaire, donc la charge qui est branchée au niveau de la prise ou du bornier, j'ai cet interrupteur de puissance, donc on fait tout simplement on-off, voilà. On a le voyant rouge qui nous confirme que la sortie est alimentée. C'est un interrupteur qui ne coupe que le secondaire du transformateur, le primaire lui reste en permanence alimenté. Comme vous avez déjà pu le constater sûrement, j'ai ajouté au niveau de la façade un petit module voltmètre, puisque comme la tension de sortie est non pas variable, mais plutôt sélectionnable, on verra tout à l'heure comment d'ailleurs, il me semble bon d'avoir une indication de quelle tension on va avoir au niveau de la charge avant de l'alimenter, c'est quand même mieux pour pas la flinguer. Je vous ai mis un lien au sujet de ce petit module dans la description de la vidéo, c'est un petit module qui coûte même pas 3 €, donc je suis très curieux de savoir ce qu'il va donner en termes de durée de vie donc dans le temps. Alors parlons maintenant de la possibilité de choisir telle ou telle tension de sortie. Je vous rappelle que le transformateur présent à l'intérieur a au secondaire un point commun 0 volts si on veut, et plusieurs points de sortie intermédiaires qui nous fournissent des tensions de plus en plus élevées. Et pour pouvoir choisir telle ou telle tension de sortie distribuée au niveau de la prise ou du bornier, on vient tout simplement faire tourner le commutateur présent là-haut. Et vous avez évidemment l'indication au niveau du voltmètre qui bouge en conséquence. Alors le principe pour faire changement de tension, il est très simple. On a un commutateur rotatif à 12 positions, donc l'équivalent de 12 interrupteurs. Il n'a pas assez de pouvoir de coupure pour couper directement de l'électricité de puissance. Et donc il va en fait commander 12 bobines de relais disposées tout autour de lui. Et chacun des contacts de relais qu'on entend commuter va à chaque fois mettre en liaison la prise et le bornier avec un des pôles de sortie du transformateur. Il ne faut pas se fier absolument à la valeur indiquée par le voltmètre puisque c'est une tension au secondaire du transformateur qui varie en fonction déjà du taux de charge du transformateur. Là, on est à vide et elle varie aussi totalement en fonction des fluctuations du secteur. La tension la plus petite disponible, c'est 115 volts, donc le réglage actuel. Je l'ai prévu au cas où un jour j'ai besoin de tester des appareils qui seraient exclusivement américains, en gardant à l'esprit quand même que la fréquence n'est pas bonne. Ensuite, c'est sélectionnable de 170 volts à 270 volts, commutable par pas de 10 volts. Ça fournit un panel de tension par rapport au secteur de 130 volts, qui s'écarte plus ou moins des 230 volts. L'objectif, c'est de pouvoir tester, si on peut dire, des alimentations découpage faites maison, puisque j'ai pour projet de fabriquer, je l'ai déjà fait un peu d'ailleurs, des convertisseurs électroniques ou des alim à découpage qui fonctionneraient sur le secteur de 130 volts. Et quand on fait un truc comme ça, c'est bien évidemment qu'il fonctionne sous 230 volts, mais on peut aussi, tout dépend du cahier des charges qu'on se fixe, avoir envie que l'alimentation fonctionne également sous 220, sous 210, voire moins.
Et également, il faut s'assurer que une alimentation prévue pour 230 volts ne va pas exploser ou prendre feu si le secteur s'écarte et passe par exemple à 240, 250, 260 volts, voilà. Ça dépend vraiment des critères qu'on se fixe, et justement avec donc ce choix de tension disponible, on va pouvoir mettre des montages faits maison dans des conditions différentes de la normale et observer le comportement. Est-ce que ça déconne? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a un échauffement anormal? Est-ce que je sais pas quoi? Je vais maintenant charger un petit peu la sortie. Donc je branche ce dispositif chauffant, ça nous fait 300 watts. Voilà, au niveau de la prise. Et on va mettre 200 watts de lampe à incandescence au niveau du bornier. On commande l'alimentation avec ça s'allume ici et les lampes s'allument. Donc c'est des lampes françaises prévues pour 230 volts, donc évidemment alimentées avec 120 volts, ça ne brille pas beaucoup. Là, vous voyez tout de suite la différence. Là, on est à peu près, si j'atteins 230 volts, à 500 watts de charge résistive, donc on est à peu près à mi-charge par rapport au transformateur. Donc là, 230 en charge, 500 watts, à vide un peu plus, voilà, parfaitement normal. Là, 234, on passe en charge, ça chute. Alors je peux faire, comme je le fais en ce moment, des changements de tension en charge, c'est-à-dire pendant que du courant passe dans les relais. Là, vous entendez les relais commuter, mais bon, quand on fait ça, il se produit un arc électrique au niveau des relais, c'est normal, mais comme dans mon circuit, j'ai ce gros interrupteur de puissance, eh bien, il me semble plus intelligent, avant de faire un changement de tension, plutôt que de le faire en charge, de couper l'alimentation avec le gros interrupteur de puissance, de faire le changement de tension pendant qu'aucun courant ne circule dans les relais. Une fois que le changement est fait, que les relais sont immobiles, remettre le courant avec l'interrupteur. Voilà. En faisant cette manœuvre-là, les arcs électriques, pendant les coupures et rétablissements, ne vont plus se produire dans les relais, donc ils vont plus se fatiguer. Les arcs vont se produire uniquement dans le gros interrupteur, et donc on va pouvoir prolonger la durée de vie des relais. Alors tout ce montage-là permettant la sélection de tension est monté sur un circuit imprimé puisque c'est de l'usage définitif. Il faut que ce soit fiable, qu'il n'y ait pas de défaut d'isolement. On essaie de faire un montage qui soit le plus propre possible. Vous pouvez voir d'ailleurs que tous les fils de la partie secondaire, donc où on a la tension flottante qui va être utilisée, eh bien j'ai fait en sorte dans le montage de les laisser le plus en l'air possible. J'ai essayé d'éviter qu'ils soient en contact avec une masse métallique reliée à la terre, ou avec du bois par exemple. Le but c'était vraiment de limiter le plus possible qu'il y ait un jour un risque de défaut d'isolement. On va s'intéresser maintenant à la partie primaire. Alors l'électricité secteur arrive par ce câble, la ligne de mise à la terre est raccordée au niveau de la poignée métallique, de la carcasse métallique du transformateur et également au niveau des 3 écrans électrostatiques. Le neutre phase du cordon arrive en amont de ce disjoncteur là. L'aval de ce disjoncteur ressort sur le voyant vert qui nous confirme que le secteur est présent et également sur le primaire du transformateur. Donc ce disjoncteur-là, avec son calibre 5 A, nous protège le transformateur contre les surcharges et court-circuit. Par contre, au niveau courbe de déclenchement, il n'est pas du tout adapté. Alors je ne sais pas quelle est la courbe ici, c'est pas indiqué, mais ce que je veux dire, c'est que avec ce genre de gros transformateur, on rencontre un problème qui se manifeste beaucoup moins avec les petits, et ce problème, c'est l'énorme appel de courant que entraîne la mise sous tension d'un transformateur de cette taille. J'ai fait plusieurs essais. Quand on met ce transformateur-là sous tension, que ce soit à vide ou en charge n'est pas la question, puisque le problème de ce pic de courant provient de l'inductance magnétisante, qui est côté primaire du transformateur. Et donc, il se trouve que quand on met ce transformateur sous tension avec comme protection ce disjoncteur-là, à tous les coups, il coupe. C'est-à-dire qu'il interprète ce pic de courant comme un court-circuit et donc il se déclenche à chaque fois. Pour éviter ce problème de déclenchement intempestif, soit on va essayer d'aller chercher un disjoncteur spécial avec une courbe D par exemple, qui ne considère pas ce pic comme un court-circuit et qui donc ne se déclenche pas. Mais bon, pour un calibre aussi petit, soit ça aurait été trop compliqué à trouver, soit ça aurait été trop cher, donc j'ai laissé tomber. Et on peut aussi donc fabriquer un dispositif de limitation de courant d'appel, un inrush current limiter en anglais. Alors il y a plusieurs solutions pour réaliser ce genre de truc. La solution pour laquelle j'ai opté ici, c'est un truc très connu. Ça consiste à alimenter le primaire du transformateur en série avec une résistance, donc à la mise sous tension, et la résistance va donc limiter la pointe de courant d'appel. Et puis ensuite, environ 100-150 millisecondes après cette mise sous tension en série avec la résistance, il y a un relais qui va venir court-circuiter la résistance pour qu'on ait cette fois le service normal. Voilà, et en faisant simplement ça, on a évité le pic de courant qui fait déclencher le disjoncteur.
Alors justement, toute cette partie-là, limiteur de courant d'appel, plus les bobines de relais dont j'ai parlé tout à l'heure pour pouvoir faire la sélection de tension, c'est alimenté en 12 volts continu par une petite alimentation auxiliaire. Je vous rappelle que pendant le bobinage du transformateur, vers la fin, j'avais ajouté un enroulement auxiliaire bobiné de manière à fournir à peu près 13 volts alternatifs. Donc ces 13 volts alternatifs arrivent au niveau du circuit imprimé. Ils passent très classiquement un pont de diode, un condensateur de filtrage et un régulateur de tension linéaire, et ça fournit 12 volts continus permettant d'alimenter donc la partie commande. Ensuite, dernier chapitre, la protection thermique. Alors, normalement, ce disjoncteur magnétothermique, qui a donc une partie thermique, est capable de protéger le transformateur contre les surcharges, mais je vous avoue qu'au niveau des inerties thermiques, si on fait des réarmements rapprochés et tout ça, j'ai quelques doutes quant à la capacité de ce disjoncteur à parfaitement protéger ce transformateur. Je me trompe peut-être sur ce niveau-là, mais quoi qu'il en soit, j'ai préféré, au niveau de la construction du transformateur, ajouter à l'intérieur des dispositifs, si on peut dire, qui vont non pas capter le courant, mais capter directement la température de l'enroulement primaire et commander une coupure d'alimentation en cas de surchauffe. Pour faire ça, je ne l'avais pas dit au niveau de la vidéo du bobinage puisqu'elle était déjà assez longue comme ça, mais en fait, à la fin du bobinage primaire, j'avais rajouté contre le primaire des plaques en cuivre, donc avec les bords taillés pour éviter que ça vienne trancher la couche émaillée et faire des courts-circuits interspires, qui ressortent à l'extérieur du transformateur. Sur l'une d'entre elles, j'ai fixé un thermostat à bilame qui lui se réarme s'il s'est déclenché à un moment donné, il se réarme une fois refroidi. Et sur l'autre plaque, j'ai fixé un fusible thermique qui lui fond définitivement. Donc les seuils de température sont ajustés de façon à ce que ce soit seulement le thermostat qui se déclenche et pas le fusible, mais au cas où un jour le thermostat resterait collé, contact soudé par exemple, eh bien le fusible thermique, lui, qui se déclenche plus haut, va assurer quand même la coupure. Donc ces deux éléments-là sont branchés en série, le tout est branché lui-même en série avec le primaire du transformateur, et donc en cas de surchauffe, ça coupe. Voilà, donc c'est assez amateur, prenez pas forcément exemple sur ça, mais bon, voilà, j'ai préféré avoir ça pour être sûr qu'un jour le transformateur ne crame pas. On en arrive à la fin de cette présentation technique, il y aurait encore quelques détails à mentionner, mais je vous les ai mis sur mon site dont vous retrouverez le lien en description. Et vous verrez donc prochainement cette construction-là en service dans de prochaines vidéos si elle traite d'électronique de puissance sur secteur, puisque ce boîtier nous permettra de faire les différents essais. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.